Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau format de vidéo. Ça s'appelle Histoire d'entrepreneur. L'idée ça va être justement de découvrir les histoires d'entrepreneurs. Tout est dans le titre et on retrouve aujourd'hui Florian Lair qui va nous parler un peu de son parcours. Bonjour Amine, bonjour à tous. Alors l'idée c'est que tu puisses déjà nous parler un peu de toi. Qu'est-ce que tu fais? Je pense que l'invitation d'aujourd'hui est liée à mon statut d'entrepreneur de l'immobilier. On va appeler ça comme ça, investisseur. Ça fait maintenant plusieurs années que j'investis dans l'immobilier. C'est parti d'un investissement et tout ça s'est muté en entrepreneuriat. En fait, parce qu'on se fait vite dépasser ou non par ces investissements et on est piqué. Et on a envie d'optimiser tout ça et surtout on rencontre des gens qui sont là-dedans. L'idée est qu'aujourd'hui, j'investis dans l'immobilier. J'ai quitté mon emploi en fin d'année dernière, donc en fin 2022. Tu as une date à nous donner? Je me suis calé sur le 31 décembre, mais la date officielle c'était le 1er décembre. Après je continue à faire du freelance, mais sinon full IMO et un peu d'entrepreneuriat à côté. Ok, ça marche. Il va falloir que tu nous en dises un peu plus. Qu'est-ce qui t'a permis dans l'immobilier de quitter ton job et quelle a été un peu cette force, pourquoi qui t'a autant porté au cours de tes investissements? Moi disons que je suis tombé un petit peu dans l'immobilier de par cette envie de se sécuriser. Il n'y avait pas forcément cette passion de base, mais la passion est arrivée avec le process. Souvent ce qui se passe d'ailleurs quand on pousse, j'ai beaucoup vécu à l'étranger, j'ai fait des missions d'expat, etc. Et puis arrivé à la trentaine, en fait je me suis rendu compte que j'avais beaucoup d'expérience, mais que j'avais très peu de choses dans les mains. Et le retour en France a été un petit peu compliqué, voire très compliqué. Parce que tu vivais où avant? J'ai fait Espagne et puis Dubaï. D'accord. J'ai Et fait donc quelques c'est vrai années à que pour Dubaï. investir, c'est pas forcément évident quand tu es si loin. Non, puis tu vis dans la vie d'expat en fait. C'est-à-dire que tu as des bons revenus, tu penses peut-être que ça va durer longtemps. Tu penses pas au retour en France, en tout cas moi c'était mon cas. C'est comme chaque chose qu'on ne prépare pas. Ouais. Le retour est encore plus dur. Du coup je me suis dit allez, là c'est le moment de sécuriser, histoire de ne pas avoir que des belles histoires à raconter, mais aussi des revenus, aussi du patrimoine, aussi des choses qui solidifient une personnalité et une vie tout simplement. Oui, bien sûr. Et donc dans l'immobilier, tu as fait quoi? Dis-nous un peu comment tu as réussi à en vivre. Alors, je sais pas si je peux me classifier comme ça, mais je suis très généraliste dans le sens où j'ai l'impression d'avoir touché à beaucoup de choses, avec ses avantages et ses inconvénients. Il faut savoir que j'ai une première règle, je passe tout en délégation, donc je délègue tout à des agences. Donc ça me permet déjà une territorialité, ça me permet de toucher des régions, des géographies qui ne sont pas forcément à côté de chez moi. Ok. Parce que donc toi, tu es situé où exactement? Alors maintenant dans le sud de la France depuis très peu, mais sinon j'étais en zone frontalière suisse. Ok. Du coup pour travailler en Suisse qui était ma dernière expérience professionnelle. L'immobilier quand on est en Suisse, ça peut coûter excessivement cher. Exactement. Donc c'est aussi pour ça je suppose que tu as été chercher pour acheter un peu ailleurs, quoi. L'idée était tout simplement de prendre des revenus plus élevés pour accélérer le process. Voilà. D'accord. Je pense que j'ai fait en 3-4 ans ce que j'aurais pu faire en 10-12 ans avec un salaire français. L'idée était de se dire on a le temps mais pas trop. Ouais. Et donc t'as acheté quoi? T'as acheté où? Alors j'ai commencé à Paris, où j'étais encore expat. Ça c'était un projet à cheval sur... j'habitais encore à Dubaï et je rentrais à Paris, donc j'ai commencé par un studio à Paris. J'avais besoin de me sécuriser. J'avais déjà fait un projet immobilier à l'étranger, à Dubaï. D'accord. C'était pas super bien passé. D'accord. Alors pour juste recontextualiser, c'était quoi ton ancien job? Je travaillais dans les avions, j'étais steward, chef de cabine, etc. Donc hôtesse de l'air au masculin. Ça permettait les voyages, la belle vie, ce genre de choses. C'est une passion pour toi, je suppose, aussi les voyages? Ça en est une. Parce que c'est vrai, quand on se dit Dubaï, ça fait tout de suite bling bling. Maintenant, on imagine tellement de choses. Il y a beaucoup de glam qui vient avec. Après, c'est comme tout dans la vie, il faut savoir où est-ce qu'on met les pieds. Ouais. Et puis ce qu'on attend d'une expérience. Voilà, l'idée est d'arriver avec la tête plombée, de savoir pourquoi on y va si on choisit l'expatriation. Il y a beaucoup d'avantages. L'inconvénient que je vois aujourd'hui maintenant en étant dans l'immobilier, c'est le crédit, c'est l'accès au levier bancaire qui est beaucoup plus limité. Ce n'est pas impossible, bien entendu, mais voilà, vous êtes en dehors des clous, on va dire. Donc là, voilà, t'es expat, t'as tes missions, t'as aussi une superbe vie et tu te rends compte qu'il faut quand même pêcher un peu tout ça pour réussir à avancer, développer ton patrimoine et générer aussi des revenus complémentaires parce que ça va aussi avec. Tu rentres en France pour ton premier investissement ou déjà tu le fais à distance? Je le fais à distance. Okay. Le tout premier, je me suis fait assister par une boîte qui assistait, on va dire, sur la recherche, sur les travaux. Je n'étais pas formé et j'avais besoin surtout de me rassurer sur quelque chose de patrimonial. De dire celui-ci, il est validé, tac, il fonctionne, il est loué et ensuite on part avec autre chose. Celui-ci s'est très bien passé et puis l'idée c'est que j'ai très vite pris goût et je me suis rendu compte que je pouvais le faire moi-même aussi. Vu que j'étais sur place maintenant, je me suis formé, j'ai pris goût à rencontrer des gens qui avaient fait. Surtout, j'ai essayé de m'imprégner beaucoup de ça et après c'était parti beaucoup plus rapidement. J'ai acheté sur Paris, après je suis allé... Donc t'as acheté quoi sur Paris? Il va nous falloir un peu de chiffres. Aujourd'hui, à date, j'ai 3 logements sur Paris, j'ai 3 studios avec 2 autres qui sont en acquisition. D'accord, et ces 3 studios, donc 2 qui arrivent et en termes de stratégie de détention, on est sur quoi? De la location meublée, du Airbnb? C'est de la location
location meublée à destination d'étudiants, généralement étrangers. Étrangers, pourquoi? Parce que c'est plus simple pour moi. Moi, j'avais cette appétence, je parlais anglais aussi. Et je me suis rendu compte qu'il y avait en fait un marché. Ils arrivaient en France et on leur parlait CAF, APL, etc. Voilà, c'était un discours qui parlait pas. On fait des packs, tout simplement, des packages. Ils sont très contents de recevoir les packages et ça me permet de louer sur la tranche haute, voire très haute du marché. Et puis comme ça, tout le monde est content. Tu arrives à générer quand même des revenus complémentaires ou c'est uniquement à titre patrimonial et ça s'autofinance? Un petit peu des deux, mais tu sais, j'en suis revenu de ce côté. Sur Paris, c'est pas du tout rentable. Et parce que finalement, j'ai découvert qu'avec les bonnes stratégies, on pouvait tirer des choses intéressantes à plusieurs égards. Sur chaque studio, on va dire que net, je suis entre 150 et 200 euros de cash flow. Paris, c'est génial. Et voilà, surtout, on parle d'un studio, net. il faut le souligner. En brut, un petit peu plus, bien entendu. Surtout, moi, ça me sert de carte de visite pour les banques. C'est des projets que les banques comprennent, ce sont des noms qui parlent à tout le monde. Et j'arrive, je pose ça sur la table et généralement, ça fait une première ouverture avec les banques pour aller voir la suite. Donc c'est un peu ma carte de visite. Carte de visite, crédibilité, paf. Voilà. J'ai 5 studios sur Paris, tu veux quoi de plus? Ok, donc c'est le côté parisien. Et t'as acheté quoi d'autre? J'avance sur 2 jambes, la jambe patrimoniale et la jambe rendement. Même s'il y a un petit peu de cash flow, c'est pas avec ça qu'on va péter le score, on va dire. Le rendement, je suis parti le chercher dans le sud, dans plusieurs villes du sud. Je suis exposé sur Marseille, sur Montpellier et sur Béziers, avec plusieurs stratégies, un peu d'immeubles de rapport, un peu de courte durée, et puis toujours cette stratégie étudiant, parce qu'en fait, il y a des villes étudiantes aussi en France. Il n'y a pas que Paris. Je suis bien placé pour le savoir. Tout à fait. Et je suis aussi exposé parce que je connais bien la zone. Donc la zone frontalière suisse, c'est une zone avec des très bons revenus, avec forcément cette proximité de la Suisse, des gens qui payent bien, qui viennent pour travailler, une tension locative énorme. Et donc voilà, moi ça me permet d'avoir ce trinôme, on va dire, où j'ai du très patrimonial, du très rendement et on va dire entre les deux en zone frontière suisse. C'est diversifié, ça limite le risque comme on dit. À l'heure actuelle, un peu en termes de chiffres là, combien ça sort tout ça? En valorisation de patrimoine, on va dire, on est aujourd'hui, là où on tourne la vidéo, à 1,7 million, 1,8 million, avec une opération qui doit sortir sous 15 jours qui nous amènera à 2,5 millions. Ah voilà. Oui, c'est une belle OP du coup. C'est la plus grosse OP, OP à date. En loyer brut, on est sur 11 000 euros. 11 000 euros par mois, en sachant que j'ai 2 tiers de remboursement de capital, à peu près, pour faire grosse maille, et 1 tiers de cash flow. Ça peut paraître un peu léger parce que justement, moi j'ai cette jambe patrimoniale où le cash flow est là, mais il ne représente pas la plus grosse partie des revenus. Aussi parce que à terme, je me rassure plus avec une valorisation patrimoniale, avec une revente, avec une appréciation que par du simple. Ça se comprend et je trouve que c'est une excellente stratégie. Ça te rassure, ça rassure les banques également. Tu as assez de cash aussi pour en vivre. La revente est assez puissante. Donc 2 tiers et 1 tiers. Et donc c'est ce qui t'a permis de quitter ton job l'année dernière. C'est ça. Le temps passe vite. Et là, cette dernière opération, du coup, c'est quoi? C'est une maison qu'on divise, donc une maison qu'on va créer en immeuble de rapport, tout simplement, avec du terrain. On est très proche de la frontière suisse, on est plutôt bien placé. Surtout, l'avantage de cette opération, donc c'est une opération en tout qui fait 700 000 euros. L'avantage de cette opération, c'est qu'on a bien acheté. Aujourd'hui, en 2023, je me focus quand même, après en société et en association, on y viendra peut-être, mais l'association qui devient nécessaire. On est d'accord. Et en 2023, je focus beaucoup sur les achats en dessous du prix du marché. C'est pas qu'en 2023. Avec un marché qui se ralentit, si vous avez les fonds, enfin en tout cas là j'ai les fonds ou j'ai les partenaires, on essaye de trouver des biens qui sont ultra décotés. Pour donner un ordre d'idée, celui-ci, le bien on le sera à 515 000 et en valorisation basse, la plus basse qu'on puisse sortir avec des agents IMO du coin, il le valorise à 900 000. Ah ouais. Donc c'est de la plus-value latente. Voilà, on se prend pas trop la tête sur le cash flow, etc. C'est beaucoup plus de la plus-value latente. Ok, génial, c'est cool. Écoute, ça fait plaisir. C'est bien d'entendre des belles histoires comme ça. Je suppose pas mal de travaux quand même. J'ai l'impression d'avoir toujours été en travaux. Depuis que j'ai mis les pieds dans l'immobilier, c'est perpétuel. Ça s'arrêtera peut-être un jour, mais un projet en chasse un autre en fait. C'est ça. On est d'accord. Et là par exemple, du coup, tu dis c'est une maison que tu divises en combien de lots? En 3 lots, c'est 3 T3, un par étage. L'avantage c'est qu'on a du terrain, chose rare en tout cas dans la zone et proche de la frontière. On va tester de ce terrain, de l'utiliser et pour des parkings et pourquoi pas de créer aussi une dépendance. Parking, je peux même mettre un peu de du box. Voilà, de créer du logement sur le terrain pour mettre la renta. Pour la cerise sur le gâteau on va dire. Ouais, carrément. C'est ça. C'est surtout là où tu viens chercher aussi les petits compléments en plus. Exactement. Ok, génial. Ma question d'après, c'était un peu les objectifs court terme et long terme. Donc court terme, je suppose qu'il y a ce projet-là, surtout qui doit sortir. Est-ce que tu en as d'autres en gros? Il y en a plein, Okay. Il y a des projets locatifs, il y a des projets plus perso, où on a envie d'acheter sa résidence principale. C'est vrai. En tant qu'investisseur, souvent, on met beaucoup d'énergie pour les autres
et pour intégrer les locataires dans des environnements clean, etc. et continuer à développer notre business. Mais nous-mêmes, on est très souvent en loc. Tu es en loc, je suis en loc. C'est ça. On est beaucoup en loc. Et c'est vrai que même moi, je me dis quand je rentre chez moi, j'aimerais bien faire un truc ici dans l'appart et ça. Et après, je me dis ouais, mais c'est pas chez moi. Enfin, ça sert à rien que je force aussi là-dessus. Alors que c'est quelque chose, je suppose, tout comme moi, que tu aimerais bien développer, quoi. Absolument. Bah, ça fait partie de la sécurisation aussi de son entourage. Voilà, j'ai la chance de partager ma vie avec une personne qui est entrepreneur aussi. Ouais. Et voilà, l'idée c'est d'avancer à deux sur un projet, de se sécuriser parce que c'est vrai que les revenus de l'entrepreneuriat, c'est un peu les montagnes russes aussi. Je trouve que ce serait une belle façon de se sécuriser, au moins une ERP. Ouais, super. Mais chaque chose en son temps. Ah, on est d'accord, mais ça va venir. Le facteur temps, il est important. Et du coup, en termes objectifs long terme, tu as quelque chose qui te direct, alors je dirais peut-être à 5 ans? Ouais, même pas, j'ai des objectifs on va dire, le premier court terme c'est 2025. Et mine de rien, on y arrive, c'est dans 1 an et demi. C'est vrai. Ça faisait partie, j'avais un plan sur 5 ans. En fait, j'ai commencé à investir en fin 2020. J'avais un plan sur 5 ans que, si tout va bien, voilà, il devrait se réaliser sur 4. Les objectifs ont forcément évolué au fur et à mesure du chemin. On est cartésien, on ne l'est pas, mais l'objectif, en tout cas en termes de valo et de patrimoine, on est sur 5 millions. Ça représente, je ne sais pas si ça représente quelque chose, mais moi en tout cas ça me sécurise. Du coup. Voilà, là on est sur un x2, on est sur une belle dynamique et je pense que ça pourrait tout à fait se faire. Donc le pourquoi des projets aussi, il y a beaucoup d'autres projets, beaucoup d'autres projets. De la diversification, mais pas à outrance. Si l'immobilier fonctionne, en tout cas aujourd'hui ça fonctionne pour moi, j'appuie fort dessus. Je me sers du réseau que j'ai créé et l'idée c'est je me pose de moins en moins de questions et on avance. Voilà, c'est ça. Donc objectif chiffré. Voilà. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est vrai que ça entraîne beaucoup de choses derrière. Si tu veux doubler, c'est-à-dire beaucoup de projets, beaucoup d'échanges, beaucoup de réseaux, beaucoup de travaux également, de suivi de chantier. Il y a du taf, mais c'est ce qui nous porte aussi, donc je le comprends tout à fait. Est-ce que tu aurais des objectifs potentiellement dans l'entrepreneuriat, mais plus côté business, création de société, ou tu veux rester vraiment full immobilier? Disons qu'aujourd'hui, j'ai une très grosse étiquette immobilier. Mes sociétés sont à 90% immobilières. Alors bien entendu, il y a la SAS pour faire tourner un peu les flux. Aujourd'hui, j'ai pas encore fait le grand saut, on va dire, dans l'entrepreneuriat. J'ai ma compagne qui pousse forcément derrière. Je suis un peu dans cette période où je me complais avec tout ce que j'ai à gérer, les projets qui arrivent, mais je sens qu'il manque un petit quelque chose. Voilà, donc on s'est mis sur la fin de l'année. Elle développe beaucoup sa propre activité. Je l'aide un peu, mais au bout d'un moment, il va falloir que ce soit la mienne. Donc, je pense d'ici la fin de l'année. Ça doit être quand même bien agréable de partager sa vie en plus avec quelqu'un qui comprend. C'est très agréable. Après, on s'expose beaucoup parce qu'il y a moins de sécurité dans le couple. Il n'y a pas le fameux CDI. Qu'est-ce que la sécurité? On apprend à vivre avec ça. C'est ça, parce que c'est vrai quand on dit un salaire c'est une sécurité qui tombe tous les mois. Oui et non, on n'est pas à l'abri, surtout en ce moment que la boîte elle ferme. On voit même des banques qui ferment. Enfin, il y a tellement de choses qui se passent que tu peux te retrouver quand même avec un CDI du jour au lendemain, même s'il y a de la protection sociale derrière, mais ça peut être compliqué. Mais ok, d'accord. J'ai une dernière question un peu sur tout ton parcours. Quelles ont été tes plus grosses difficultés pour atteindre ce niveau-là, autant de valorisation de patrimoine, mais que de loyer qui tombe, de revenus, quitter ton job, tu vois? Qu'est-ce qui était le plus dur? Je dirais pas le plus dur parce que moi j'aime ça, oui. Mais c'est vraiment... C'est la discipline. C'est la discipline, c'est le fait de dire ce qu'on fait, c'est pas du tout surhumain et beaucoup l'ont fait avant nous, mais simplement ça demande un petit effort chaque jour et il faut que ce soit constant. Cette discipline, elle peut se décupler par l'entourage aussi, par le réseau, par la délégation. C'est-à-dire une action à moi vaut un x10 si elle est externalisée, mais il n'y a pas à tortiller, j'allais dire. Tout part de soi. En fait, la tour de contrôle, voilà, on a beau déléguer, tout part de soi. Faire des journées à rallonge, etc. Et puis ne pas trop se perdre en diversification, même si je l'ai été, mais moi c'est ce qui m'a ralenti à vouloir toucher un peu trop à tout et forcément on se découvre aussi dans l'investissement, mais une fois que vous avez votre pourquoi, vous connaissez votre zone de génie, l'idée c'est d'appuyer fort dessus. Il y aura toujours le temps de se diversifier quand le cash sera là. C'est toujours plus simple avec du cash. Voilà. S'il fallait retenir quelque chose, c'est toujours plus simple, mais voilà, ne pas trop papillonner et de se rappeler que ça peut paraître bête, mais si on le fait pas nous, il n'y aura personne qui le fera pour nous. Tout simplement. C'est un excellent mot de la fin. Si on ne le fait pas, personne ne le fera pour nous. Et c'est vrai que je le dis aussi, parfois les gens ont tendance à attendre, je sais pas, c'est le bon Dieu qui doit venir toquer à la porte en disant « Tiens, cette idée-là, c'est la bonne, tu peux y aller », ça n'arrivera jamais. On se rattrapera toujours sur le volume, moi c'est ma façon de penser. Même si une OP n'est pas la meilleure, si vous avez ce mindset et de dire je vais faire du volume, de toute façon, parce qu'une deuxième arrive derrière, une troisième, le volume va englober certaines erreurs, bien sûr, il ne faut pas qu'elles soient trop grosses, et puis tout ça, ça va vous porter. Et bah écoute, merci beaucoup Florian merci à toi. pour ce parcours, c'était super intéressant. Et nous, on se retrouve avec un prochain parcours d'investisseurs entrepreneurs, et à la prochaine. Ciao.